Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord. Et pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir une maman extrêmement populaire. Les Français l'ont découvert un soir de décembre 2000. C'était sur TF1 lorsqu'elle a été sacrée Miss France. Depuis, évidemment, que de chemin parcouru pour celle qui est aujourd'hui animatrice sur la chaîne Sister et sur RFM. Élodie Gossuin, bonjour. Mais bonjour. Oh, mais j'adore cette petite introduction, c'est fort sympathique. Mais c'est vraiment, en tout cas, moi qui vous remercie, Élodie, d'avoir accepté notre invitation. Je suis encore plus fière de pouvoir parler en tant que Miss Maman plutôt qu'en tant que Miss France, je dois le dire. Exactement. Alors, je le rappelle, Parents d'abord, c'est pas une interview, c'est une conversation. Il n'y a pas de caméra, tout se passe par la voix. On est à la cool. Exactement, c'est l'imaginaire, c'est ça la magie du podcast. Et tiens, justement, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots vos 4 enfants, qu'on puisse se les imaginer, se les représenter? Quel âge ont-ils et à quoi ressemblent-ils physiquement? Ils sont beaux, évidemment. Ce sont les plus beaux de la Terre, les plus merveilleux. Je suis déjà extrêmement fière. Tous les soirs, je leur dis, je suis très fière d'eux, de les voir évoluer, grandir, s'épanouir, de faire la rencontre d'êtres à part entière qui ne sont pas des mini-moi, qui sont des personnes à part entière que je suis très fière d'accompagner en me disant que jusqu'à la fin des temps, je leur tiendrai la main. Je suis très fière de pouvoir leur tenir la main, d'être leur maman. J'en ai donc 2 grands qui vont avoir 12 ans à la fin du mois de décembre. Qui s'appellent Rose et Jules. Donc Rose et Jules, 12 ans le 21 décembre. Ils sont donc en 5e. Donc ils ont déjà leur petit repère au collège. Donc je suis un peu confrontée quand même à des préadolescents, je dois le dire. Ils se ressemblent beaucoup physiquement. Ils sont à l'opposé dans leur caractère et psychologiquement. Ce sont de faux jumeaux. Des jumeaux dizygotes. Parce que faux jumeaux, c'est horrible. Absolument. C'est horrible de dire faux jumeaux. Ça vous heurte quand on dit faux jumeaux? Ça heurte surtout les enfants. Parce que faux, ça veut dire je suis quelqu'un de faux. C'est très négatif et c'est assez péjoratif à leurs yeux. Donc c'est plutôt pour eux. Parce qu'effectivement, je trouve que il y a des vrais jumeaux pour de vrai. Moi, je suis juste fausse, ça veut rien dire. Parce qu'ils ne sont pas que frères et sœurs. C'est vrai que les jumeaux, il y a quand même un lien particulier. Ils sont très différents, mais ma fille est extrêmement sportive et c'est une footballeuse. Elle est très fière. Elle voudrait en faire son métier. Je suis très fière d'elle. Physiquement, elle est très grande et très longiligne. Donc, peut-être une future Miss Univers. Je sais pas. Et mon grand est pareil, très, j'allais dire, très athlétique physiquement. Grand, avec un côté artiste, très créatif, plein d'imagination. Et j'ai 2 plus jeunes enfants qui ont eu 6 ans au mois d'octobre, donc jumeaux dizygotes aussi, filles, garçons, qui sont donc en CP cette année. Donc autant te dire qu'elle est devoir à la maison en ce moment de deux élèves en 5e et 2 élèves en CP. C'est un peu, comme on dit, une galère. C'est la galère, ça c'est sûr. Et les 2 derniers ne se ressemblent pas du tout physiquement, parce que ma petite dernière est blonde aux yeux bleus et lui est brun aux yeux noirs. Ils sont très grands tous les 2 aussi. Ils adorent la natation, voilà, pour leur passion commune. Et ils se ressemblent en revanche beaucoup psychologiquement, ce qui n'est pas le cas de mes 2 plus grands. 2 paires de jumeaux, vous venez de nous le dire. Élodie, sincèrement, comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris cette nouvelle? Et je pense notamment à la seconde fois. C'est forcément un choc. C'était un choc. La première fois, c'était un rêve. Pour être honnête, c'était notre rêve avec mon mari parce que son papa à lui, donc mon beau-père, a une sœur jumelle. Et moi, j'ai la chance... De votre côté également? J'ai la chance d'être grande sœur de jumeaux. Et donc, j'ai toujours été admirative de cette relation innée, in utero d'ailleurs aussi. Je me suis toujours dit que j'avais beaucoup de chance d'être grande sœur de jumeaux. Je rêvais d'en avoir à mon tour. Puis je pense que j'ai été bercée, mais je suis pas la seule, par aussi, j'allais dire, et les médias et en termes de culture, il y a l'image et la légende des jumeaux partout, depuis Romus et Rémulus à Star Wars, à tout un tas de films, etc. Donc il y a quand même peut-être, je pense inconsciemment ça. Après, je rêvais d'un 3e enfant et je n'ai pas imaginé une seule seconde que cette 2e grossesse se transforme en 3e et 4e d'un coup. Mais dans l'absolu, on rêvait d'avoir 4 enfants. Donc c'est fait en 2 grossesses. Qu'est-ce qui se passe le jour, lors de la 2e grossesse, on vous dit, ça y est, on n'a pas eu besoin de me le dire. Parce que si tu veux, quand tu as déjà eu des jumeaux, je crois que médicalement, tu es un peu au taquet sur pas mal de sujets. C'est tellement médicalisé, une grossesse gémellaire. Quand le médecin a à peine posé la sonde sur mon ventre, j'ai tout de suite vu qu'il y avait 2 poches. Et donc, elle a rien dit. Je lui ai demandé d'éteindre, en fait. Je lui ai dit, on arrête l'examen, et je suis allée m'enfermer aux toilettes seule. Parce que
c'est un mélange de tout. Déjà, c'était un choc en me disant 3 et 4 d'un coup. Je n'avais pas imaginé ça, donc je suis choquée et je ne sais plus comment réagir. Mais vraiment, la première réaction a été aussi virulente et violente parce que ma première grossesse, j'avais 26 ans, pardon. Et j'étais plutôt naïve en me disant que c'était génial, c'était juste un rêve. J'avais pas conscience déjà des dangers médicaux. Médicaux, parce qu'il y a forcément des risques de complications médicales. Ouais, notamment la prématurité. Tu vois, j'avais peur de ça. J'ai vraiment eu peur, en fait. Et puis, j'étais pas salariée à l'époque. D'accord. Okay, mais donc, tu n'es pas en arrêt maladie, quoi. Je me permets de t'interrompre. Je te tutoie d'ailleurs. Ouais, tu m'as tutoyé, on explique tout à ceux qui nous écoutent, justement, c'est une conversation. Donc, on commence en vous voyant et on suit en se tutoyant. Mais c'est ça. Mais non, au contraire, c'est ça la magie. C'est naturel, justement. Non, mais c'est la magie du podcast. Ouais, cool. On écoute cette conversation évoluer. Justement, tu disais, il y a une peur de manquer d'argent, puisque, effectivement, une famille nombreuse, il faut subvenir à ses besoins. Et j'ai lu plusieurs fois que tu avais eu cette petite crainte. C'est très présent chez toi, cette peur de manquer. C'est vrai. Tu l'expliques comment ? Ça peut paraître paradoxal parce que les gens pensent souvent, on fait des réflexions même à mes enfants à l'école en disant vous êtes milliardaire. Ta maman est forcément très célèbre, très riche. Et on n'a pas conscience de ce que ça représente, de ce qu'on peut avoir quand on fait une pige, comme on appelle ça dans notre jargon. La précarité du métier. La précarité de notre métier, c'est-à-dire que au mieux, on a des CDDU en saison, donc de fin août à fin juin. Mais je pense que oui, ça vient de l'enfance. Je suis pas flambeuse et c'est resté cette peur de manquer. Ouais, j'ai toujours. En fait, j'ai peur parce que je porte la responsabilité de ça pour mon foyer. Et j'ai peur, en fait, d'avoir à confronter mes enfants à un changement de vie, à ne plus avoir le même confort de vie. Après, j'ai pas peur de changer de vie, mais j'ai peur pour eux de plus... C'est lourd de porter cette responsabilité en tant que maman, déjà de réussir à être une maman présente et en même temps de subvenir aux besoins financiers. Je trouve ça très lourd. On parle souvent de charge mentale pour les mamans, mais la charge mentale, c'est un peu tout ça à la fois et elle est souvent très lourde à porter. Ça, je dois l'avouer que psychologiquement, j'ai mes moments de faiblesse, ouais. Mais d'autant qu'il y a une particularité dans ton foyer, c'est que ton mari Bertrand est beaucoup plus que toi à la maison. C'est en quelque sorte un papa au foyer. Alors tu conviendras que c'est pas un schéma classique. On déteste être dans la norme. Bien sûr, mais même si les mentalités évoluent, c'est pas un schéma classique. Est-ce que moi ça m'intéresse de savoir est-ce qu'il en a déjà souffert de cette situation, peut-être le regard des autres ou non, pas du tout. Au contraire, il est très à l'aise avec ce schéma. Alors pas du tout. Pour une simple raison, c'est que je pense que les générations avant nous ont tellement souffert des qu'en dira-t-on, de ce qu'on pourrait penser à l'extérieur, de faire comme il faut pour faire bien, pour pas... que nous, on s'en fout, mais d'une force. Mais pour ça ou pour toute autre chose, c'est-à-dire qu'on assume pleinement nos choix. Et je pense vraiment qu'on commence à être heureux dans la vie quand on fait les choses pour soi, sans penser est-ce que ça fera plaisir à ma famille, est-ce que ça fera plaisir aux voisins ? Parce que sinon, on ne fait jamais rien. Un papa moderne, en tout cas. Ouais. Un papa présent ou non lors des accouchements ? C'est une question que je pose traditionnellement, parce qu'il y a des papas qui ont peur des accouchements. Mais trop présent, mais omniprésent. Il m'a saoulé, quoi. Il m'a saoulé. Il était là à chaque examen, il était là tout le temps. Et vas-y, on fait de l'autonomie, et vas-y, on fait des cours de préparation. Il a suivi toute la grossesse. Mais oui, il a suivi toute la grossesse. Et il était là le jour J. Et il était là le jour J. En revanche, c'est même moi qui mets des limites en disant non, tu restes derrière. Voilà. C'était la limite, il y a la limite aussi. Mais ouais, très présent. Et puis, au contraire, mon aide la plus précieuse, bien sûr. Alors, on parle de la grossesse, évidemment, c'est pas anodin pour le corps d'une femme. Et justement, tu as dit dans une interview, je te cite, que tu ne voulais pas ressembler à ces femmes qui ne veulent pas d'enfants, car elles ont peur de voir leur corps déformé, ce sont tes mots. Alors, ça m'a choqué, parce que j'ai déjà entendu ça, ça m'a choqué. C'est effectivement un discours qu'on peut entendre. Et toi qui as un métier d'image, en toute honnêteté, Élodie, tu n'as jamais eu peur des conséquences physiques de la grossesse, puisque effectivement, encore une fois, ça n'est pas anodin, malheureusement, pour une femme porter un enfant. On en garde des traces, des séquelles, des cicatrices de bonheur. J'en ai sur mon corps. Mais je ne me suis pas posé la question avant, parce que c'était pour moi viscéral et je me voyais mère depuis très longtemps. Je dis souvent, on le dit souvent, on aime ses enfants même avant même la rencontre, en les portant, et même l'idée de concevoir un enfant, ça veut dire être maman, enfin la grossesse dure bien plus de 9 mois, quoi. Ça c'est sûr. Après, j'ai pas eu peur, mais je les ai constatées. Les traces de ma grossesse,
et tu vis avec, c'est ton corps est comme ça. Et même pendant l'allaitement, enfin, il n'y a pas d'ailleurs que la poitrine qui se déforme, même si ça se rétablit, il y a quand même aussi des conséquences sur la poitrine et sur le corps, même pendant la période d'allaitement. Moi, j'ai grossi même plus en allaitant que pendant la grossesse. Et donc, tu fais avec. J'ai repris le travail avec 15 kilos en plus. On ne m'a jamais fait de remarques parce qu'au contraire, je pense que ça peut plutôt choquer que d'apprendre. Je viens de voir, notamment à la radio, je regarde les infos People, il y a une star américaine qui, 2 semaines après son accouchement, se fait faire une liposuction. Finalement, moi, ça me choque plus ça qu'une femme qui, au fil des mois, donc pendant 1 an, voire 2 ans, doit se rétablir. Les mamies, elles le disaient, c'est vrai il y a 9 mois de grossesse et 9 mois pour récupérer son corps. J'ai pas cherché de toute façon en plus à faire des efforts. D'accord, donc effectivement, je me sentais bien, je m'en foutais en fait. La continuité de ce bonheur d'avoir c'est pas pour faire bien, j'ai pas été du tout longiligne et filiforme en sortant de la maternité. Mais honnêtement, je me suis jamais sentie aussi bien parce que je pensais pas être capable d'accomplir un tel miracle. Tu vois, même encore, donc finalement, d'avoir donné la vie, c'est pas pour faire bien. J'ai eu du mal à me regarder pendant longtemps. Mais c'était pas du tout une priorité que de me dire allez. Après la grossesse. Mais physiquement, donc il y avait. J'ai eu du mal à me voir. Mais les traces aujourd'hui ou avec le temps, je me suis pas dit pour autant allez remets-toi au sport et mange une pomme et une tranche de jambon si tu veux. C'était loin d'être dans mes priorités quoi. Alors, y a et c'est pour ça que je fais de la radio, je ne suis pas filmée, je suis tranquille. Et de la télé sur Sister quand même. Sur Sister, j'ai des gros pulls pour les familles, tout ça, je suis bien. On me met pas en bikini, je pose pas à poil sur Instagram, tout va bien. Alors il y a une autre conséquence de la grossesse. Souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais peut y avoir une baisse de libido, hein. C'est assez classique dans ton couple à toi, Elodie. Comment est-ce que tu as réussi à surmonter cela? Exactement, je suis une maman parfaite. Ah non, mais moi, j'ai une libido au taquet tous les jours. Juste après, évidemment, la grossesse. Non, évidemment, c'est comment tu as surmonté ça? Parce que c'est assez présent dans les couples, cette baisse de libido. C'est naturel. Déjà, les médecins te recommandent d'avoir un petit moment de répit, déjà, de base. Hein. Après, je vais te dire la vérité, c'est que le rythme de la matinale, quand tu te lèves à 4 heures, je crois que la libido est bien plus en berne qu'après la grossesse. Donc, justement, il faut d'abord en avoir conscience. Parce que la difficulté quand tu as un enfant, c'est que déjà, un enfant ne peut pas réparer un couple. J'y crois pas une seconde. Il faut déjà que le couple soit hyper solide. Ah non, mais quand tu vois ce par quoi tu passes, les épreuves, la nuit, le manque de sommeil, et puis les engueulades sur les différences de point de vue d'éducation, sur les petits problèmes du quotidien, il faut être solide. Alors justement, comment toi, dans ton couple, tu as réussi à surmonter cela? Parce que tu le dis fort justement, c'est une épreuve, on dort peu, on s'engueule. Beaucoup, parfois, très souvent. Et tu t'engueules parce que tu te retrouves plus à deux comme tu le voudrais. Donc les moments à deux pour te retrouver qui reconsolident le couple, et je parle pas que des moments pour la sexualité, mais des moments à partager avec deux, ils se font de plus en plus rares. Et concrètement, les points de crispation, c'était quoi chez toi? C'était l'éducation, la façon de donner le biberon, d'éduquer l'enfant, ou le rythme? Comment ça s'est passé? Nous, c'était plutôt, on n'avait pas la même priorité. Moi, j'étais intransigeante sur l'alimentation et lui plutôt sur le sommeil. Donc moi, effectivement, ça peut vite virer à je préfère préparer, aller faire le marché, préparer c'était notamment pour mes 2 premiers, pour vraiment l'alimentation. Et donc, si tu veux, à passer plus des moments en famille, mais à garder ce côté bon vivant et à faire en sorte qu'il mange vraiment de façon très équilibrée, alors que lui, ça a toujours été de dire, mais les 20h30, il dorment pas, c'est intolérable. Donc, il y a toujours un moment où, en fonction des priorités de chacun, ça peut être des points, effectivement, source de conflit. C'est surtout ça, quoi. Et tu as réussi dans ton couple, justement, à surmonter cela? Ouais, on a eu des moments difficiles, mais comme dans tous les couples. Puis tu les surmontes comme plein d'autres épreuves, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont liés au fait d'être parent. Tu sais qu'après, en fait, tu te sens intouchable. Et ton couple, tu as l'impression... Enfin, moi, je suis persuadée que personne ne pourra jamais du solide, détruire, et jamais personne ne pourra s'immiscer dans notre tribu et détruire quoi que ce soit. C'est-à-dire que pour moi, il y a un truc, il y a un lien qui est indéfectible, mais d'ailleurs, et qui ne nous concerne que nous. Mais c'est-à-dire que j'ai une confiance aveugle et rien ni personne ne peut venir en intrus, quoi. Tu te comprends par le simple regard avec Bertrand, Et plus ça va, plus les années passent, et effectivement, au plus en plus on est chacun l'épaule de l'autre, quoi. Et puis en même temps, c'est ça, je trouve qu'un papa, je le dis souvent, mais
Et je trouve jamais un homme aussi grand que quand il est à genoux devant ses enfants, qu'il est là, qu'il prend du temps, qu'il joue avec, qu'il consacre tout chez pour toi, ses tu es enfants. ému quand tu le vois effectivement avec tes enfants. Je suis trop émue de les voir à leur délire, les voir jouer, la complicité père-enfant, c'est ce qui m'émeut le plus, vraiment. Alors, on sent beaucoup d'amour, de tendresse quand on parle de Bertrand. Comment tu le qualifierais en quelques mots? C'est quoi? C'est un super papa, un super confident? Je dirais que c'est marrant, c'est qu'on a eu 2 fois des jumeaux, mais je pense que foncièrement, c'est aussi mon jumeau à moi, en fait. Élodie, ça fait déjà quelques minutes qu'on discute ensemble, que tu nous racontes ton quotidien de maman. Je vais te proposer une petite respiration avec un quiz. Alors, ça s'appelle le Mummy Quiz. C'est la tradition dans ce podcast. Ok. Je t'explique tout, c'est très simple. Je te pose en rafale quelques questions. Tu dois y répondre au tac au tac, juste par oui ou par non. Alors, on ne développe surtout pas. Et Merde, pardon. Et évidemment, pas de joker, sinon c'est c'est trop le mec simple. qui en a déjà marre de moi, ce qui sait que je fais que parler du oui ou non, et c'est tout, ferme-la. Mummy quiz. Non, je te rassure, c'est exactement le même pour toutes les invités, ou tous les invités, parce qu'il y a aussi des papas qui viennent à ce micro. Alors, est-ce que tu es prête pour ce Mummy quiz? Bien sûr, vas-y. Élodie, est-ce que tu pourrais faire un 5e enfant? Oui. Est-ce que tu pourrais confier tes enfants une semaine entière à Geneviève de Fontenay? Non. Est-ce que chaque année, tu regardes, en famille et sur le canapé évidemment, l'élection de Miss France à la télévision? Oui. Et si l'une de tes filles vient un jour te voir et te dit « Maman, je veux participer à l'élection de Miss France », est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Oui. Dernière question. Est-ce qu'il t'arrive de faire semblant de dormir la nuit lorsqu'un de tes enfants se réveille en pleurant, évidemment pour que Bertrand y aille et que toi, ni vu ni connu, tu puisses rester tranquillement sous la couette? Oui, je suis obligée de dire oui, c'est vrai. Et lui, est-ce que tu penses... C'est vrai que je peux pas mentir, je mens jamais, je suis obligée. Et lui, est-ce que tu penses qu'il le fait? Oui, évidemment aussi. Ça a le mérite d'être honnête. T'as toujours la relation, tu dis, allez, tu sens bien que les deux font semblant, mais il y en a bien qui doit craquer. Exactement, quoi. Qui va craquer en Et pour premier. Geneviève, il faut que je précise. Alors, tu peux là. Parce que Geneviève fait vraiment partie de ma famille, mais pour le coup, c'est simplement parce qu'elle n'est pas habituée. Je pense que elle ne serait pas apte. Non pas qu'elle n'a pas les capacités, elle est maman, elle est grand-mère, mais là, avoir les 4 d'un coup, je connais mes 4 enfants, les 4 d'un coup, il faut vraiment être épaulé. Tu peux pas laisser les 4 à une seule personne, c'est intenable. Alors, prendre notre discussion avec un thème moi, que j'aimerais beaucoup aborder avec toi, c'est celui de l'éducation. Les enfants, un peu d'attention. Quel type de maman es-tu? Est-ce que tu es plutôt une maman cool ou bien une maman stricte, au contraire, pas vraiment du genre à te laisser marcher sur les pieds? Trop cool. Trop mais cool. Beaucoup trop. C'est-à-dire que je sais dire non 2 fois, la 3e fois c'est oui. C'est dans 10 minutes on arrête le téléphone parce que oui, les grands forcément sont aussi sur WhatsApp et un peu en jeu en réseau. Et puis je vais laisser passer 5 minutes de plus parce qu'ils me demandent de finir mon jeu. Ils abusent de moi, ils le savent, ils savent que c'est ma faiblesse. L'avantage, c'est que je suis très copine avec eux et que je sais très bien que je parle tous les jours de sujets qu'ils n'évoquent qu'avec moi. Et en fait, j'ai ce besoin-là parce que aussi on a été confrontés avec les anciennes générations où avec moi j'ai eu des copines qui ont tout caché à leurs parents et qui ont fait des tas de conneries. Pas assez d'échanges avec les parents. Et je pense que c'est déjà l'essentiel parce qu'en termes de prévention et pour des sujets qui sont essentiels, d'ailleurs la sexualité, la puberté, etc. Moi, je pourrais pas supporter que ma fille ne sache pas en quoi consiste avoir ses règles ou comment est fait son corps humain ou ne pas être prévenue sur la sexualité, sur la prévention. C'est impossible à mes yeux. Donc, je préfère être cool, mais pour me dire qu'au moins, on parle de tout sans qu'il soit tout gêné. On parle de tout très librement et c'est pour moi la priorité. Et le papa, il contrebalance, il est plus strict que il maman. Il est beaucoup plus strict que moi. Et les enfants le savent, j'imagine. Oui, ils le savent. Donc, après, c'est sûr qu'il sait se faire respecter davantage. On peut pas tout avoir. J'ai le revers de la médaille et parfois, je prends des grandes claques, c'est sûr. Un petit mot sur l'organisation et le rythme de vie. Tu as commencé à esquisser et à en parler un petit peu. Tu vis en Picardie. Chaque matin, tu pars tôt, très très tôt en voiture. Trop tôt, beaucoup trop tôt. Pour être, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, à Paris, à RFM, à 6h du matin. Alors j'imagine que ça pique un peu. Je fais comme les dauphins, j'ai 2 hémisphères, j'en ai un qui dort encore et puis l'autre qui conduit et qui va à la radio, tu vois. Non, mais sérieusement, ça pique un peu à la fin de la semaine, j'imagine, le vendredi soir quand tu rentres à la maison. J'ai le droit de dire que nous parlons et que nous sommes un mardi. Nous sommes un mardi et je suis déjà cuite. Ressenti jeudi. Ressenti jeudi ou vendredi.
Non, ouais, les semaines sont particulièrement difficiles et j'essaie des fois de contrebalancer. Je m'impose au moins 2 à 3 siestes par semaine. Donc, j'ai jamais 2 journées pleines, genre 4h, 18h d'affilée. S'il y a une journée où j'ai et la radio et les tournages pour Sister ou les mix, ce sera pas le cas le lendemain. Donc, tu essayes de grouper. Ouais, et je ne travaille jamais après la radio le mercredi. Je rentre tout de suite, je vais les chercher au collège et je passe l'après-midi avec eux. J'allais te demander ça, quels sont justement les moments avec tes enfants que tu ne veux louper sous aucun prétexte, où là, c'est vraiment non négociable. Non négociable. Donc, mercredi après-midi. Dès le midi, c'est-à-dire je dois être à midi devant le collège, je vais chercher mes enfants le mercredi midi et je passe l'après-midi avec eux. Alors évidemment, tu as les activités sportives, on fait les devoirs, etc. Mais le mercredi, et puis les soirs, toutes les soirées de la semaine. C'est-à-dire que moi, mon heure limite, c'est 16h30 devant l'école pour mes petits CP. Et c'est pareil, c'est-à-dire que le soir, c'est difficile parce qu'on est dans un métier où, là, il y a la soirée. Il y a beaucoup de sollicitations, exactement. Ici, mais même lié au boulot directement, pas pour se faire voir, pas pour aller à des avant-premières. Bon, si, j'ai fait la Reine des Neiges 2, mais avec mes enfants, tu vois. Ah oui, donc ça, c'est groupé. Voilà, c'est groupé. Mais sinon, je refuse, et aussi pour une raison tout à fait pragmatique, c'est que j'habite loin de Paris. Donc, je ne vais pas revenir à Paris pour faire une soirée. Combien de temps de transport entre 1h30. 1h30. Donc 3 heures par jour c'est très chronophage et qui sont un peu bouffés pour rien, quoi. Ouais. Et pardon pour cette question directe, mais est-ce qu'il t'arrive de culpabiliser, de te dire allez, j'en ai marre de cette vie de dingue, j'aimerais quand même passer beaucoup plus de temps avec mes enfants? Est-ce qu'il y a parfois cette culpabilité que peut avoir une maman qui travaille beaucoup? Très souvent. Et je crois que la société nous culpabilise en tant que maman, plus que pour les papas. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi qui es papa. On est beaucoup moins culpabilisé, exactement. Il y a toujours, effectivement, pour une mère, cette image de mère imparfaite. C'est un livre que tu as écrit d'ailleurs. Exactement. De mauvaise mère qui travaille trop et qui, justement, délaisse ses enfants. Ça peut être terrible à vivre pour une maman. C'est très difficile, mais il y a les deux aspects. C'est-à-dire que quand j'échange avec mes copines, déjà enceintes, t'es culpabilisé si tu te reposes pas assez, et si tu t'arrêtes très vite de travailler, t'es culpabilisé en disant aussi que t'es pas malade et que t'es juste enceinte. Quand l'enfant naît, on culpabilise si on n'allaite pas son enfant. Enfin, c'est une suite de culpabilité. L'allaitement, c'est terrible. C'est que même si t'allaites 2 mois, on va dire que c'est la moyenne, mais que t'aurais pu l'allaiter plus longtemps. Si tu l'allaites pas, j'en parle même pas. Et si tu l'allaites trop longtemps, c'est que t'es égoïste parce que ça va être trop fusionnel. Il aura du mal aussi. Il aura un sentiment d'abandon dès que tu t'arrêtes l'allaitement. Et en permanence. Donc oui, de jamais être là pour emmener mes enfants à l'école. Je me sens très souvent coupable et très souvent je me remets en question et très souvent j'ai envie de changer de vie et très souvent j'ai envie qu'on déménage et très souvent je me projette en me disant ce serait génial de leur faire découvrir un autre pays pour la richesse que ça leur apporterait. Pardon de te couper, mais effectivement, est-ce qu'il y a des moments où tu craques parce qu'effectivement tu as une image à respecter, effectivement, l'image de l'animatrice, la femme parfaite, mais est-ce que la maman... Je cherche pas à faire respecter je cherche pas à avoir une image qui soit différente de ce que je suis. Bien sûr, mais en télévision, voilà, il faut avoir une image d'une mère, voilà, qui c'est sûr que t'arrives maquillée et coiffée, il y a ce côté-là. Exactement, est-ce qu'il y a des moments où tu craques, tu rentres dans une pièce et tu fais j'en peux plus Ouais, j'en peux plus. Ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé il y a avant-hier. Ça m'arrive parce que je suis épuisée souvent. Et c'est vrai que j'ai appris à demander de l'aide sans avoir l'impression que c'était un aveu de faiblesse. À le dire à mon mec en disant à mon mari... Là, j'en peux plus. Il faut que ou je sorte courir toute seule et donc je vais faire un footing, ou en disant il faut que j'aille me coucher, il faut que j'aille dormir 1 heure parce que ça ne va pas, ou appeler ma mère en disant exactement, ça peut être bien sûr. Je pense que c'est ça aussi, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide parce que de toute façon on est toutes des Wonder Woman, mais à un moment donné, de toute façon, on a toutes des moments où on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Allez, j'aimerais qu'on termine cette discussion en évoquant une de tes spécificités, c'est ta célébrité. Une spécificité avouable. J'ai eu peur, j'ai vu le regard, effectivement. J'ai eu peur. Puisque tous les Français te connaissent, comment tes enfants y vivent justement cette notoriété ? Ça dépend de quels enfants, parce que ça dépend de la période et de l'âge. Ouais. Alors, raconte-moi justement les grands qui aujourd'hui sont au collège. Donc évidemment, tous les copains savent que maman a fait de la télé, a été Miss France et célèbre. Mais ça commence dès l'école. Et du coup, je leur ai expliqué avant qu'ils connaissaient mon métier, mais ils n'avaient pas conscience que la part supplémentaire, c'était effectivement d'être connue. Pour eux, maman, non, elle va pas dans un bureau, dans un magasin, dans une usine de telle heure à telle heure. Elle a des horaires qui sont pas tout à fait certains et fixes. Donc, tous les jours, c'est est-ce que tu seras bien là ? Oui, je serai bien là. Mais s'il y a quelque chose en particulier, je les préviens. Non, demain, j'ai un tournage pour Famille Extraordinaire, donc je rentrerai juste manger, mais je ne serai pas là à la sortie d'école. Tous les jours, je leur donne mon planning pour qu'ils sachent.
Par rapport aux autres... Le regard des gens, effectivement. Bah ouais, souvent, c'est Miss France, Danse avec les stars... Fort Boyard pour les enfants. Beaucoup de Fort Boyard. Et ces derniers temps, ça a été ta maman, elle a fait des croque-monsieur avec Norbert. C'est toujours Norbert. Mais je te jure, ça revient tout le temps. Très populaire chez les enfants. Alors, comme quoi, c'est tout à fait révélateur. Donc, j'embrasse Norbert, je l'aime beaucoup. Il y a vraiment un côté, en fonction des programmes regardés par les enfants. Et puis, beaucoup, c'est je connais la voix de ta maman parce qu'on l'écoute le matin en allant à l'école avec ma maman. Donc ça, c'est le côté positif. Est-ce qu'ils ont pu en souffrir? Parce que, le côté négatif, c'est tu lui demanderas tu nous ramèneras des dédicaces à l'école. Et j'ai du mal quand justement il y a du coup plus la frontière de mise. Ou alors, c'est bon, t'es milliardaire, tu vis dans une villa et... tu as du personnel, exactement. Un jardinier... Et l'image de ta maman, elle a pu avoir 4 enfants parce que vous devez avoir 3 nourrices à la maison. Enfin, des clichés pour rassurer ceux qui ne savent pas. Voilà. Donc ça, c'est difficile. Et puis l'école, encore ça allait, parce que c'est une école primaire de village. Donc on est vraiment, c'est la maison. C'est un peu un deuxième foyer. On est préservé. L'arrivée au collège l'année dernière de mes grands... Il faut qu'ils aient du caractère pour avoir du répondant. Et je pense que ça fait partie de l'éducation que je leur donne. Donc, ils savent quoi répondre en disant oui, elle est connue, oui, c'est son travail, mais ta mère, à toi, elle fait quoi? Enfin, voilà, c'est le travail de ma mère. Ils sont armés aujourd'hui pour justement... Ouais, parce que pour eux, c'est mon travail. Après, ils ont conscience des avantages. C'est surtout, en fait, aussi de dire... Et ils ont cette habitude de répondre, bah ouais, on a de la chance. On a de la chance parce que grâce au travail de ma maman et au fait qu'elle soit connue, ben oui, on va chez Disney, oui, on va voir des films en avant-première. On va voir des avant-premières, exactement. Mais non, mais c'est vrai, ils savent qu'on a aussi... Il y a des avantages, ils en ont conscience, même via les réseaux sociaux, d'autres choses, des avantages qui ne sont pas donnés à tout le monde, donc ils le considèrent vraiment comme une chance. Être connu, c'est cool. Donc c'est aussi ce qu'ils répondent en disant, bah ouais, elle a de la chance, elle travaille. C'est pas un métier d'être connu, mais en plus de son travail, d'être connu, c'est plutôt cool. Après, les attaques, le fait d'avoir des copains, ils sont souvent défendus aussi par leurs copains. Il y a une sorte... Je suis assez heureuse parce qu'ils sont pas seuls, donc qu'ils se sentent pas harcelés parce que, voilà, j'ai peur... Je vois tellement de différentes formes de harcèlement. C'est aussi un truc donc, qu'il faut évoquer parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui subissent vraiment des pressions en permanence. Là, ils sont quand même défendus. Et puis, le fait d'être jumeaux, ils sont jamais seuls. Il y a aussi ça, quoi. Ils se défendent toujours mutuellement. Pour moi, c'est ma plus grande fierté parce qu'avoir des jumeaux, c'est offrir un meilleur ami à l'autre, quoi. Vraiment. Et ça, c'est une chance inestimable. Savoir se défendre et se protéger. Ouais, et justement, les réseaux sociaux, tu les as évoqués. Est-ce que tu t'es fixé des limites puisqu'il t'arrive de poster des photos d'eux? Alors, quelles sont justement les limites, les règles que tu t'es fixées sur leur médiatisation? Je mets le mot évidemment entre guillemets sur les réseaux sociaux. C'est assez compliqué parce que justement, d'être dans une case, ça m'est toujours compliqué. C'est compliqué d'être dans une case et de se dire, je n'expose pas du tout ma vie privée. Sauf que ceux que je connais qui ne l'exposent pas du tout, on la leur vole en permanence. Et honnêtement, être en une de magazine avec des photos horribles dans des moments que tu veux pas partager avec les autres, je crois que c'est considéré comme un viol et que ça, c'est assez terrible. Donc moi, je cherche pas à me dire, j'ai ma vie privée, ma vie professionnelle. Je veux dire, j'ai une vie tout court. Et on a tous une vie tout court. Après, quand ils sont exposés, c'est toujours s'ils sont d'accord pour valider telle ou telle photo. Donc concrètement, tu leur demandes, je leur demande toujours. Ah oui, d'accord. Donc avant de poster qu'on se représente bien la situation, tu es chez toi, tu leur dis est-ce que ça te dérange si je te... Parce qu'ils ont voulu faire cette photo. Et en disant est-ce que cette photo en question, est-ce que ça te dérange? Déjà, je les force pas à faire telle ou telle photo. Donc déjà, il y a ce point de vue-là. Et puis après, il y a aussi ce côté où je vois, j'en ai parlé justement à la radio, de Gwyneth Paltrow qui a publié une photo avec sa fille au ski. Et sa fille qui en commentaire lui dit « Maman, on en a déjà parlé, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas que tu m'affiches. » Là, c'est terrible. Parce que c'est de mettre une photo sans l'accord de son enfant qui en plus est une adolescente, etc. Et puis c'est toujours faire aussi attention au style de photo. Parce que si c'est une photo qui, dans d'autres circonstances, pourrait être équivoque, et ben elle reste dans le domaine public et là, ça peut être dangereux aussi. Après, ce ne sont jamais des photos qui
qui sont autres que dans des moments de vie assez naturels, sans avoir un compte à eux. Ils n'ont pas de réseaux sociaux et je ne le veux pas. Et s'il y a une photo où ils apparaissent et qu'ils le veulent, et d'ailleurs, il y a peut-être des photos où, justement, il y en avait des plus jolies, mais avec ma fille, par exemple, qui à ce moment-là dit non, moi je veux pas du tout. Il y a eu une période comme ça, et ben il y a aucune photo d'elle, et ce n'est pas dérangeant. Il y a même une période où il y avait souvent que mes deux petits en disant oui, je veux faire une photo. Voilà, je trouve ça difficile toujours. Tu en discutes avec eux, ça c'est. Et j'aurais préféré dire ils ne sont pas du tout exposés. Mais c'est comme si je vous disais bonjour, je suis animatrice radio et de télévision. Non, je n'ai pas d'enfant. Enfin, c'est ma vie, j'ai 4 enfants, je peux pas partager des moments de vie, ou alors ça veut dire que tout ce que je fais sur les réseaux est aseptisé et que je mens parce que je me façonne une image qui n'est pas ce que je suis dans la vie. Pour conclure ce podcast, c'est déjà la fin, ça passe très très vite, j'aimerais te poser une question toute simple. Ouais. N'aie pas peur. À chaque fois que je sens Élodie qui est... Parce que je suis tellement honnête que je me dis je vais encore lâcher un truc que j'aurais jamais dû raconter. Rassure-toi, question toute simple. En plus, c'est la traditionnelle question de fin. Quel conseil ou quel petit mot adresserais-tu à une femme qui vient d'écouter justement notre conversation et qui va être maman dans les prochains mois? Que même si on est bourré d'inquiétude et d'angoisse, qu'il n'y a rien de plus merveilleux dans la vie et que tout le monde dit que tu peux pas savoir à quel point l'amour qui va naître est indescriptible, etc. Que oui, il y aura des moments où on sera fatigué à l'extrême, on n'en pourra plus, qu'il y a plein de moments où c'est difficile, mais qu'il n'y a rien de plus magique. Et que la preuve, même en ayant 4 enfants et 39 ans, je me dis que comme c'est encore possible, j'ai du mal à faire le deuil de la maternité et que si un 5e arrivait par surprise, ce serait finalement un moment de joie. Merci Élodie, à bientôt. Merci beaucoup, merci à toi, c'était très cool. Parents d'abord.